Madame, Messieurs, bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre journal des sports. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore pour un moment de bonheur et de bonne humeur. Nous parlerons football, Jeux olympiques et plein de choses encore. Regardez le menu du jour. Toujours plus de médailles en provenance de Sotchi. On fait le point sur ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée olympique. Du football avec la Ligue des Champions qui continue après Manchester City-Barcelone. Arsenal accueille le Bayern de Munich. Et du basket avec les Spurs de San Antonio qui reprennent de plus belle après la trêve. Ils battent les Los Angeles Clippers et s'affirment comme l'un des prétendants au titre. Enfin, du tennis avec Rafael Nadal qui retourne aux affaires avec une victoire lors du premier tour au tournoi de Rio. Mais tout de suite, direction Sotchi, nous retrouvons notre correspondante sur place, Christelle Pascal. Christelle, bienvenue sur i24 News. Bonjour à tous. Alors, ces Jeux ont été très fructueux pour la France. Double médaille française aujourd'hui. Le dernier doublé français, je vous le rappelle, c'était en 2002 à Salt Lake City. Les 11 médailles de Vancouver sont désormais égalées. L'objectif de 15 médailles annoncé avant les Jeux, est-ce toujours d'actualité, Christelle ? Eh bien sûr, il approche. C'est vrai qu'on a eu une belle médaille d'argent avec Steve Missidier et une médaille de bronze avec Alexis Pinturo ce matin sur le géant à Rosa Couture. Et puis voilà, 11 médailles. Donc comme vous l'avez dit, on égale Vancouver. Cela dit, les officiels de la fédération avaient annoncé 15 médailles. Eh bien, on a le sentiment qu'on peut aller les chercher puisqu'il reste encore le relais mixte qui est en train de se terminer. Alors pour l'instant c'est un petit peu compliqué, les Français étaient plutôt sur l'arrière du peloton avec beaucoup de fautes au tir de la part de la Française Marie Dorin. Mais voilà, il reste encore le relais par équipe pour les garçons. Donc il y a également le ski cross avec Ophélie David. Donc bon, potentiellement, on a les moyens d'aller accrocher les 15 médailles. Alors dites-moi, il y a eu du très mauvais temps cette semaine. On a parlé de brouillard, on a parlé de trombe de pluie. Est-ce que le temps est revenu à la normale à Sotchi ? Ça y est, nous avons retrouvé le soleil. On se croirait presque sur la côte d'Azur à nouveau, avec des températures à nouveau clémentes. Donc il y a eu ce petit coup de grisou, comme on dit, hier, avec beaucoup de pluie et de la neige en soirée. Mais là, tout est revenu à la normale. On a eu un beau ciel bleu toute la journée. Alors un mot sur Virgil van de Poel. Vous savez, cet athlète israélien d'origine belge, il n'a pas pris le départ au géant à cause d'une blessure. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Alors, il semblerait qu'il se soit légèrement blessé lors de l'échauffement ce matin pour le géant, puisqu'il avait décidé de s'aligner pour le slalom géant et le slalom spécial qui aura lieu samedi. Je n'ai pas plus de nouvelles sur la nature de sa blessure. En revanche, il est toujours incertain pour le départ de samedi. Donc, j'espère qu'il va pouvoir vite récupérer pour prendre le départ et représenter le pays lors de la compétition samedi. Et puis les Pays-Bas qui s'illustrent, Christelle, avec un beau triplé en patinage de vitesse. Incroyable, 3 médailles d'un coup. On a l'impression que dans la patinoire de Sochi, il n'y a que les Pays-Bas. Ils raflent absolument tous les titres. Et quand on voit au total du classement par pays, le nombre de médailles que les Pays-Bas arrivent à avoir rien qu'avec la glace et le patinage, c'est absolument impressionnant, extraordinaire. Presque, il n'y aurait pas de concurrence en face. Ce serait la même chose, tellement on a l'impression qu'ils sont à l'aise dans ce sport. Merci beaucoup, Christelle. Elle a tout juste 15 ans, elle est déjà championne olympique. Elle a remporté l'or pour la Russie en patinage artistique. Elle a choisi de concourir sur la bande originale du célèbre film de Steven Spielberg, La liste de Schindler. Un choix controversé, mais qui a su séduire les juges. Regardez le reportage d'Ori Baum. À Sotchi, les supporters russes n'ont pas été déçus par leur équipe de patinage artistique. La performance d'Evgeny Plouchenko à l'Iceberg Palace a été à la hauteur, mais c'est sa partenaire féminine qui lui a volé la vedette. Yulia Lipnitskaya, vêtue d'une robe rouge, a patiné sur la musique originale du film La liste de Schindler. Cette jeune fille de 15 ans a incarné la version de la petite vie juive du ghetto de Cracovie. Elle portait un costume pourpre, similaire au manteau rouge de la petite fille dans le film en noir et blanc de Steven Spielberg. La liste de Schindler a remporté 7 Oscars. C'est l'un des films les plus primés de l'histoire du cinéma. 2 semaines avant l'épreuve de patinage, Spielberg a participé à la conférence des Nations Unies sur l'Holocauste. Il a naturellement fait référence au film dans son discours.
Réaliser la liste de Schindler, interviewer des survivants, c'était ma façon d'appréhender l'Holocauste. Bien que je n'ai pas vécu cette période, j'offre mon propre récit aux survivants. Mon expérience de l'Holocauste, celle de Monsieur Tout-le-Monde, pas d'un rescapé, c'est celle qui permet d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Même si Lipnitskaya comprend la signification de la Shoah, utiliser une telle musique pour un événement sportif est très inhabituel. Les réseaux sociaux se sont divisés entre partisans et détracteurs, ceux pour qui c'était un choix approprié et ceux pour qui ce choix relève du mauvais goût et de l'irrespect envers les victimes de la Shoah. Mais son envoûtante prestation a fasciné tout le monde et a permis à la Russie de gagner la première médaille d'or de son histoire en patinage artistique féminin. Grâce à ce succès, Lipnitskaya est devenue la plus jeune championne olympique de l'histoire du patinage artistique. Yulia est une machine et c'est une excellente patineuse. Nous l'avons tous vu, elle a enchaîné les podiums toute la saison. Les prouesses de Yulia au JO d'hiver de Sotchi ont laissé tous les Russes sans voix. Ils l'ont d'ailleurs surnommée la nouvelle princesse de glace et la qualifient même de déesse. L'adolescente de 15 ans a déjà remporté de nombreux succès et son futur s'annonce radieux. En revanche, ses choix musicaux sont peut-être à revoir. Et c'est la dernière ligne droite des JO de Sotchi. Il va falloir penser à l'après-jeu. En 2010, c'était à Vancouver, rappelez-vous. Et ce genre de compétition laisse des traces. Fini la fête et malheureusement, la ville ne s'est toujours pas remise de cette énorme machine qui prend possession des lieux pour 15 jours. Comment transformer les infrastructures sportives et les rendre utiles aux habitants? Un défi qui n'est pas encore relevé. Regardez. Dans l'ancien village olympique de Vancouver, l'ambiance est plutôt calme. Ici, plus de 700 appartements ont été construits pour accueillir les athlètes lors des Jeux olympiques d'hiver en 2010. Mais quand les sportifs sont rentrés chez eux, de nombreux logements n'ont pas trouvé preneur. Kyle et Yumi ont été parmi les premiers à s'installer ici. Quand nous nous sommes installés ici en 2011, ça ressemblait à une ville fantôme. Il n'y avait pas beaucoup de commerce dans le quartier. Pour les JO de Vancouver, le Canada avait pris le parti d'une organisation à bas coût, environ 7 milliards de dollars, contre 51 milliards pour les Jeux de Sotchi. Et la ville comptait bien tirer profit de retombées économiques positives. Mais rattrapé par la crise des subprimes, le promoteur du village olympique a fait faillite. Les Jeux approchant, c'est la mairie qui a dû renflouer le projet. Les conditions étaient extrêmes. Nous avions une échéance à respecter, une crise économique mondiale. Le conseil précédent s'était trompé sur la valeur réelle du terrain et l'avait vendu à un prix très élevé. Tous ces éléments combinés nous ont fait subir des pertes importantes. Des pertes qui se compteraient en centaines de millions de dollars. Deuxième ville la plus chère au monde pour le logement, Vancouver abrite également plus de sans-abri que toute autre ville canadienne. Environ 20% des appartements du village olympique devaient être consacrés à l'habitat social après les Jeux. Mais aujourd'hui, moins d'un appartement sur 10 est un logement social. Les loyers continuent d'augmenter chaque année. Moi, je paye entre 70 et 75% de mon salaire pour mon loyer. Beaucoup de gens sont partis, on se sent un peu seul. Mes amis me manquent, mais les gens n'ont tout simplement pas les moyens de vivre ici. Malgré des prix avoisinant parfois les 4 millions de dollars, seule une cinquantaine d'appartements restent à vendre. Une nouvelle qui ravit Kyle et Yumi, impatients de voir leur quartier prendre enfin vie. On passe à la Ligue des Champions avec le début des huitièmes de finale et il y a eu déjà beaucoup de spectacles. Rencontre au sommet en Angleterre où Manchester City a reçu le Barça. Il y a eu du suspense, du jeu rapide, mais surtout une opposition tactique très fermée. Le match s'est joué sur un coup du sort. Messi a ouvert le score sur un pénalty qui a provoqué l'expulsion du défenseur des Mitchellis. Le Barça a ensuite déroulé et a même doublé la mise. Score final 2-0 pour le Barça qui prend une sacrée option avant de recevoir les Citizens au Camp Nou dans 2 semaines. On écoute tout de suite Manuel Pellegrini qui n'a pas apprécié la performance du corps arbitral. Je pense que ce n'était pas une bonne idée de prendre un arbitre suédois pour un match si important. C'était un arbitre qui a fait une erreur grave contre Barcelone pendant les matchs de poule et ici encore, il a pris de mauvaises décisions. Autre victoire à l'extérieur, mais cette fois-ci, elle est pour le Paris Saint-Germain qui a
écrasé le Bayer Leverkusen, une victoire nette et sans bavure, 4-0, avec notamment un doublé du grand Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois a été impressionnant sur l'ensemble de la rencontre. Avec ses 2 buts, il atteint ainsi les 10 réalisations en Ligue des Champions cette saison et passe premier au classement des buteurs devant Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Les Parisiens l'affirment haut et fort, ils sont prétendants au titre et revendiquent leur statut de grande équipe. La Ligue des Champions, c'est cette année pour le Paris Saint-Germain. Écoutez. On arrive à se transcender dans les gros matchs, on l'a démontré ce soir, mais c'est bien, il faut qu'on continue comme ça. On sait que la Ligue des Champions c'est une compétition difficile avec beaucoup de grandes équipes, mais nous on est là et aujourd'hui je pense qu'on montre qu'on est une grande équipe. Et on continue avec les autres rencontres de ces 8e de finale. 2 équipes de très haut niveau vont s'affronter. Le tenant du titre, le Bayern de Munich, affronte Arsenal à l'Emirates Stadium. C'est un remake de l'année dernière. C'était le Bayern qui l'avait emporté, mais non sans mal puisque les Bavarois avaient perdu 2-0 chez eux au match retour et ne s'étaient qualifiés que grâce à un plus grand nombre de buts à l'extérieur. Cette année, les hommes de Pep Guardiola sont toujours aussi performants. Ils dominent le championnat allemand d'une main de maître, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise en football. Vous le savez, les Gunners sont beaucoup plus solides et performants. Un match à ne rater sous aucun prétexte. Écoutons tout de suite les 2 entraîneurs. Je sais ce qui s'est passé l'année dernière contre Arsenal. Le Bayern les a écrasés à l'aller et après à l'Allianz Arena c'était très difficile pendant les 5 ou 6 dernières minutes. J'ai beaucoup de respect pour mon confrère Arsène Wenger parce qu'il a toujours aimé les bons joueurs et il aime développer du beau jeu. Nous savons que nous rencontrons les favoris de la compétition, mais nous pouvons y croire parce que nous n'avons joué que de très gros matchs pendant la Ligue des Champions et la Cup. Nous avons joué contre Tottenham, contre Liverpool. Depuis le début de la saison, nous savons que nous devons nous donner à 100% à chaque match. Et on termine ce tour d'horizon par la rencontre qui oppose le Milan AC à l'Atlético Madrid, 2 équipes aux trajectoires complètement différentes. Le Milan AC est en plein renouvellement, bien loin de sa grande époque, actuellement 9e du championnat d'Italie. Les Lombards font moins peur qu'avant. L'arrivée d'un nouvel entraîneur, Clarence Seedorf, ne s'est pas encore fait sentir, mais l'équipe peut néanmoins compter sur Balotelli ou Kaka pour créer l'exploit. En face, l'Atlético Madrid est au contraire sur une pente ascendante après ses victoires en Europa League en 2010 et 2012. Les Rouges et Blancs veulent créer l'exploit et on les a jamais sentis aussi forts que cette année. Un mélange entre individualité exceptionnelle et un collectif très solidaire, parfaitement huilé. Simeone a fait du très bon travail, mais il n'oublie pas de rester prudent. On l'écoute. Le Grand Milan, c'est une équipe qui attaque très bien avec des milieux de terrain qui savent jouer entre les lignes, des attaquants qui se transforment en tueurs en contre-attaque, mais aussi des joueurs qui savent bien gérer les espaces. En bref, le Grand Milan. Et on part pour le Brésil maintenant. Les doutes planent sur la préparation de la Coupe du Monde. Le stade du Curitiba n'est toujours pas prêt, mais la FIFA maintient que 4 matchs se dérouleront là-bas. Tout devrait être fini un mois avant le début du tournoi. Le ministre des Sports brésilien, Luis Fernandes, non pas l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, mais le ministre du Sport brésilien, a quand même avoué que l'importance des chantiers avait été sous-estimée. D'autres stades sont à moitié terminés. Espérons que les joueurs auront les terrains prêts en temps et en heure. Allez, on va passer tout de suite au basketball avec la NBA, match entre 2 prétendants au titre. Les San Antonio Spurs se sont déplacés en Californie pour affronter les Los Angeles Clippers. Regardez les images. Dès le début de la rencontre, Griffin se met en valeur. Il passe à Jordan qui dunk. Mais les Spurs ont du répondant. Green s'appuie sur Duncan pour s'enfoncer dans la raquette. Il conclut tranquillement. Le match est serré, ça va d'un côté à l'autre du terrain. Chris Paul part en contre et redonne l'avantage aux Clippers. Les joueurs de Los Angeles se déconcentrent. Duncan marque en lay-up et sur la relance, Green intercepte et marque à nouveau pour donner l'avantage aux siens. San Antonio prend une légère avance, mais le meilleur joueur des Clippers, Blake Griffin, remet son équipe à flot et il inscrit même un magnifique dunk plein d'autorité.
Mais San Antonio est tout simplement trop fort et prend définitivement le large avec ses 3 points de Patty Mills, même sans Tony Parker. Les San Antonio s'imposent 113 à 103. Et on continue avec du tennis. 3 semaines et demie après sa défaite en finale de l'Open d'Australie, Rafael Nadal est de retour. Il participe au tournoi de Rio, une compétition qui se joue sur terre battue, sa surface préférée, vous le savez. Et cela s'est senti, l'Espagnol a complètement maîtrisé le match face à son compatriote. Il s'impose en 2-7, 6-3, 7-5, c'est ça. 24e victoire d'affilée. David Ferrer, de son côté, s'est imposé sur Jérémy Chardy. Une victoire facile, 6-2, 6-3. C'est fini pour aujourd'hui, que le temps passe vite en votre compagnie. On se retrouve demain bon pied bon oeil pour de nouvelles aventures sportives. Évidemment, vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.